Bonjour, chers étudiants. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur l'aménagement et le développement territorial. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Nous allons, dans un premier point, définir ce qu'on entend par l'aménagement du territoire, ensuite son utilité et la manière de le concrétiser sur le terrain. Nous allons encore, dans un deuxième point, discuter de la nécessité du passage au développement territorial et donc on va voir comment ce nouveau concept a émergé, qu'est-ce qui le caractérise et quels sont ses principes fondateurs. Alors, comme on fait aménager une maison, une salle, un bureau ou une chambre, la fonction de l'aménagement ou du développement territorial est de transformer, organiser et modifier un espace géographique, que ce soit une région, une ville, une commune, un quartier ou un village, en vue de valoriser son potentiel de développement et d'améliorer le cadre de vie et le bien-être de ces populations. Alors, le débat ces dernières années sur la nécessité de passer de l'aménagement des territoires au développement territorial a été dicté par un contexte à la fois national et international changeant, caractérisé d'abord par le début de retrait de l'État progressif au profit de nouveaux acteurs, que ce soit privés ou associatifs, de la sphère socio-économique, l'appui à la décentralisation et l'évolution de la gouvernance territoriale élargie à de nouveaux acteurs, et la nécessité de passer d'une logique de réparation de problèmes territoriaux et d'allocation des facteurs au territoire à une logique plus développée, anticipative des solutions et créatrice de ressources territoriales spécifiques. Ceci dans un contexte international marqué par une économie globalisée qui fait que la concurrence n'est plus entre les entreprises seulement, mais aussi entre les territoires géographiques en termes d'attrait des flux de touristes, de population, de compétences et d'investissement surtout. Donc il est nécessaire que les territoires créent des avantages concurrentiels en valorisant leurs ressources et potentialités spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par aménagement du territoire? Comme on l'a dit, l'aménagement d'un territoire peut être défini comme une volonté d'une collectivité à transformer et modifier et améliorer un territoire donné au profit de ces populations, pour le rendre aussi attractif et productif pour de nouvelles populations, pourquoi pas. Et donc,
un certain nombre de travaux, d'œuvres, doivent être initiés par l'État pour aménager ces territoires, surtout dans les zones rurales qui manquent d'infrastructures routières, de logements décents et d'accès aux services sociaux, que ce soit au niveau de la santé ou l'éducation. Donc, on peut dire que la raison d'être ou la finalité ultime de l'aménagement du territoire porté et initié par l'État est d'assurer une meilleure répartition équilibrée des activités, des populations et des services publics de base sur l'ensemble des territoires d'un pays donné. Et donc, on peut dire que l'objectif aussi est de répondre aux défis d'équité sociale et spatiale et assurer une cohésion sociale sur l'ensemble du pays. On peut dire que l'aménagement des territoires a émergé dans les années après-guerre en France. Le catalyseur était l'ouvrage célèbre de Jean-François Gravier intitulé Paris et le désert français, qui critiquait autrefois les disparités spatiales entre les métropoles et les zones rurales et entre le nord et le sud français qui pâtissait d'un sous-équipement en termes d'activités productives, de services de base et de densité de population. Le Maroc a opté aussi pour l'aménagement des territoires vu les disparités spatiales, par exemple entre les zones côtières et les zones intérieures, entre les grands métropoles comme Casa, Tanger et l'arrière-pays constitué par les régions de l'Atlas par exemple. Et dans ce cadre, plusieurs projets d'aménagement ont été mis en place en vue d'améliorer le niveau de vie, surtout au profit des populations rurales, dans ce qu'on appelait la discrimination positive ou la péréquation au profit de certaines zones plus marginalisées. Parmi les projets qui ont été mis en œuvre dans les années 90, on peut citer par exemple le plan national de la promotion de santé au milieu rural, le programme d'approvisionnement groupé de l'eau rurale, de l'eau en zone rurale, le PAGER, le programme d'électrification rurale et le programme national de routes rurales. Pour ce qui est de l'opérationnalisation des
projet d'aménagement des territoires. Au Maroc, on peut dire que, conformément à la Charte nationale de l'aménagement des territoires qui a été adoptée dans le début des années 2000, on a premièrement l'adoption du schéma national d'aménagement territorial, le SNAT, qui va être territorialisé à travers les SRAT ou les schémas régionaux d'aménagement territorial qui devraient être initiés par les régions conformément à la loi 111/14 relative aux régions. Celles-ci doivent l'opérationnaliser à travers les PDR, le plan de développement régional. Les communes adoptent les PDC, le plan de développement communal. Et donc, l'État et les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les provinces, les communes, procèdent à une planification stratégique qui va du diagnostic des problèmes et des potentialités au traçage des stratégies et de la vision, à la mise en place de plans d'action qui vont être adoptés dans une perspective de concertation. Pour ce qui est de l'aménagement urbain, il y a plusieurs plans et documents d'aménagement, parmi lesquels le plan d'aménagement urbain, les plans de zonage, etc. Dans ce cadre, et pour assurer une efficacité dans la réalisation des stratégies d'aménagement des territoires, le Maroc a opté depuis les années 60 à une décentralisation comme méthode efficace d'organisation administrative à l'échelle territoriale. Ainsi, conformément à la Constitution, qui stipule que l'organisation territoriale du royaume est basée et décentralisée et fondée sur la régionalisation. Parmi les années charnières dans ce chantier de régionalisation et de décentralisation, mais aussi de déconcentration, on peut avancer l'année 1976 qui a instauré les bases principales de la décentralisation. 2009 qui a connu la réforme de la charte communale. L'année 2011 avec l'adoption d'une nouvelle constitution. 2015 avec le nouveau découpage territorial et l'adoption des lois relatives à la régionalisation avancée. Les lois 111/14, 112 et 113. Et enfin, l'année 2018 qui a
connu qui a été marqué par l'adoption de la charte de la déconcentration qui a donné plus de pouvoir et de compétences au niveau d'organes administratifs déconcentrés. Le développement territorial, quant à lui, est apparu dans les années 80 en tant que processus volontariste cherchant à accroître la compétitivité des territoires en impliquant les acteurs locaux concernés dans le cadre de projets de territoire et d'actions collectives concernées. En tant que nouveau paradigme remplaçant l'aménagement des territoires, le développement territorial s'inscrit dans une vision contestant cette logique descendante, verticale, sectorielle du développement monopolisé, initié et mis en œuvre par l'État et ses organes. Il s'inscrit aussi dans la thèse selon laquelle l'État, à elle seule, est incapable de répondre aux besoins complexes des populations d'un territoire et répondre efficacement à leurs attentes multiples. Or, ce sont les acteurs des territoires qui vivent et font vivre le territoire qui sont meilleurs connaisseurs des besoins et des solutions qui s'imposent pour trouver issue à des problèmes que rencontrent. On peut dire aussi que le modèle de développement territorial est venu après la fin de l'ère fordiste, marquée par des entreprises, de grandes entreprises intégrées qui conçoivent le territoire comme un espace géographique neutre, réceptacle d'activités productives et dans lequel elles puisent les ressources dont ils ont besoin. Or, l'ère post-fordiste est marquée par la désintégration des entreprises avec le début de l'économie mondialisée. On constate de plus en plus que les entreprises externalisent certaines activités et se focalisent sur le cœur de leur métier. Et donc les territoires, en tant que milieu innovateur, doivent rechercher des avantages comparatifs, car la concurrence dans l'ère post-fordiste n'est plus entre les entreprises seulement, mais aussi entre les territoires qui doivent puiser dans leur potentialité, identité pour trouver un avantage distinctif. Aussi, on peut dire que le développement territorial vient remplacer et enrichir le développement local en misant sur trois choses. D'abord,
l'intégration de nouveaux marchés, non pas seulement local, mais à la fois infra et supranational, en adaptant les ressources dont il dispose avec la demande internationale. Deuxièmement, puiser dans ses ressources patrimoniaux pour trouver et bâtir une identité qui le valorise. Qui fait que lorsqu'on cite un territoire, on cite une identité quelconque. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on cite Argan, Agadir vient à l'esprit. Le safran, c'est Taliwin. L'olivier, c'est Meknes, Fès, etc. Troisième chose, c'est le fait d'intégrer de nouveaux acteurs dans la gouvernance territoriale. La résolution des problèmes productifs et le fait de prodiguer des biens et services au territoire n'est plus le rôle déterminant et principal de l'État. C'est le rôle d'une multitude de parties prenantes, que ce soit privées, publiques, associatives. Alors, ce qui caractérise donc le développement territorial, c'est d'abord le fait qu'il s'inscrit non pas dans une vision top-down, verticale, mais dans une vision, au contraire, bottom-up ou ascendante, qui part par le bas vers le haut et renvoie donc aux actions de proximité entre les acteurs, non pas seulement proximité géographique, mais aussi organisationnelle et institutionnelle, autour d'une identité propre au territoire qui le distingue des autres territoires. Il s'appuie aussi sur la participation de l'ensemble des acteurs concernés, et non pas seulement l'État, à toutes les étapes d'élaboration et de mise en œuvre des projets de territoire qui deviennent des projets de contractualisés, de coopération entre les acteurs territoriaux, que ce soit privés, associatifs ou publics, visant à mettre en œuvre une stratégie de développement de leur territoire visant à résoudre les problèmes productifs qu'ils rencontrent et visant aussi à le transformer en territoire attractif des flux de touristes, d'investissements, de compétences, etc., par différentes manières et procédés. Donc, dans cette vision, dans cette logique plutôt, le territoire cesse d'être un substrat neutre, réceptacle des activités, en concurrence sur le même niveau avec d'autres territoires, et devient un milieu innovateur, un acteur à part entière qui secrète des entreprises
compétitive via la mise en place d'écosystèmes innovants dont profitent les populations et les entreprises qui s'y localisent. Et donc, on peut dire que le développement territorial s'appuie sur un ensemble de principes sans lesquels le territoire ne peut être un territoire innovant, dense en matière d'innovation, de projets collaboratifs entre les acteurs qui y vivent. Parmi ces principes directeurs, on peut dire, premièrement, la construction d'avantages concurrentiels basés sur une identité territoriale puisée dans son patrimoine, dans ses ressources spécifiques qui le distinguent des autres par rapport aux autres territoires. Deuxièmement, c'est la coordination et la proximité des acteurs. Donc, le travail en silo ne peut profiter au territoire. Et donc, il faut, par contre, asseoir des mécanismes et des procédés permettant le travail collaboratif et l'action collective des acteurs et la proximité, surtout organisationnelle, à travers des contrats, des partenariats, etc. Aussi, on peut ajouter un autre principe, c'est la valorisation des ressources spécifiques. Chaque territoire dispose de ressources qui peuvent être des ressources cachées. Et donc, il faut les activer pour devenir des ressources spécifiques via un travail de valorisation prôné par les acteurs territoriaux. Et donc, dans ce cadre, il faut fructifier les espaces écosystémiques de croissance collaborative, que ce soit des clusters, des systèmes productifs localisés, des pôles de compétitivité. Pour conclure, on peut dire que, loin d'être conflictuel et opposé, l'aménagement et le développement territorial peuvent être, par contre, ampliatifs et complémentaires. Ainsi, si l'État cherche à faire de l'aménagement des territoires son cheval de bataille pour assurer un développement équilibré spatialement de l'ensemble des territoires du pays, l'enjeu majeur du développement territorial est d'assurer la coordination et la proximité des acteurs concernés par
le développement de leur localité via un écosystème formant une communauté de destin stratégique. Reste à ce que l'État dote les instances locales de ressources suffisantes et de cadres pertinents pour leur permettre de prendre en charge la vision de développement socio-économique de leur territoire. Ceci est une gage pour les communautés qui aspirent à une intégration réussie de leur territoire à une économie de plus en plus mondialisée et globalisée.